Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 invité. Voici les titres. Nous irons à la rencontre de l'Yvelinois Tristan Couedel. Il participera à la 9e édition du Paris-Dakar qui se déroule en Amérique latine. Mais on débute ce 7-8 invité avec les créatrices d'Albara, une société qui commercialise des savons d'Alep en Syrie qui sont faits à Alep. Une belle initiative qui résonne vu l'actualité de la ville en ce moment, qui est bombardée par l'armée russe et syrienne. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors on va commencer par vous, Zena, je peux me permettre. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité là en ce moment en Syrie ? Alors malheureusement, la guerre continue toujours en Syrie et notamment à Alep. On est trop triste de ce qui se passe à notre ville, qu'elle est détruite et il y a beaucoup des combats, du sang partout. Mais on est un peu choqué par la manipulation un petit peu des informations des médias. En fait, parce que nous, Syriens, Alépins, on est quand même avec l'arrêt de cette guerre. Alors, pour l'instant, ce qui se passe sur le terrain, on est plutôt un petit peu avec cet arrêt de cette guerre. Alors, on est un peu plutôt optimiste que la guerre va terminer bientôt. D'accord. Et vous avez, j'imagine, encore de la famille là-bas ? Oui, alors j'ai pas mal de la famille. J'ai mes parents, mon frère, mes cousins. Ils ne sont pas tous partis parce qu'en fait, Alep pour nous, on tient beaucoup à notre ville. Et moi, j'ai quitté parce que j'ai 2 garçons, 12. Okay. Voilà, alors pour protéger mes garçons, alors j'étais obligée de quitter Alep parce qu'il y a beaucoup de bombes. D'accord, ok. Voilà. Et là, pour le moment, les retours, c'est un peu compliqué. Alors là, c'est la un peu famille. compliqué de retourner, oui, parce que la guerre elle n'a pas encore terminé. On a toujours peur de rentrer, on a toujours peur de la guerre. Et malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai la chance, mais j'étais sortie avant que je voie mon pays ou ma ville détruit. Et j'ai beaucoup du mal à rentrer et de retrouver ma ville complètement en ruine. Mais vous avez quand même décidé ici de créer votre commerce, Albara, avec madame. Alors, présentez-moi un petit peu cette marque. Alors et ces Albara, produits. alors Albara, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une histoire d'amitié, parce que quand Zena est arrivée en France il y a maintenant presque 5 ans, on était voisines et on s'est rencontrés par nos garçons qui avaient le même âge et qui étaient dans la même école. D'accord. Donc on est devenus amis comme ça. Et ensuite, Zena m'a demandé de l'aider il y a 3 ans. Ça a commencé il y a 3 ans, même si nos produits sont commercialisés maintenant que depuis 2 ans. Le projet est né dans notre tête et dans notre cœur il y a 3 ans. Elle m'a demandé de l'aider parce qu'elle avait à cœur d'importer ce symbole pour elle, d'Alep, d'avoir un petit peu de son pays avec elle en France. Sachant que moi, je travaille par ailleurs. Donc c'est un projet qui a vu le jour petit à petit, lentement mais sûrement. Et c'était aussi une manière pour nous de concrétiser cette amitié. D'accord. Voilà. Mais c'est pas compliqué de faire ces savons à Alep, en tout cas avant déjà. Alors c'était compliqué, ça reste compliqué. En fait, on s'appuie sur des petits producteurs locaux. Il y a 2 choses. Il y a la partie savonnerie qui est dans Alep et dans ses faubourgs. Là, il faut savoir que effectivement la guerre a détruit 70% des savonneries d'Alep, mais que comme Zena est syrienne et que son grand-père était maître savonnier, elle avait tout ce réseau familial qui pouvait nous permettre d'importer ces savons. Et puis, même si la guerre a détruit un certain nombre de savonneries, les maîtres savonniers, très courageusement, ont recommencé à reconstruire un peu plus loin. Donc il leur a fallu peut-être 18 mois pour qu'à nouveau, ils puissent nous livrer des savons. Mais on a réussi comme ça à maintenir une production et du coup à pouvoir importer. Alors, et on a aussi un petit atelier. Oui, dites-moi. Voilà, on a la production des savons et puis on a un atelier où on fait également tout le packaging des savons. Parce que l'objectif, c'est d'essayer de faire travailler ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir partir. Ah, vous avez pris ma question. Voilà. Vous pouvez continuer. donc il y a 18, on arrive à faire vivre, enfin on contribue à faire vivre 18 familles sur place, parce qu'au-delà de la production des savons, il y a aussi donc le packaging, donc l'impression des boîtes, la mise sous pli, la mise sous film plastique, la production des bouteilles. Donc on a des produits qui sont assez simples. Donc on a une designer en France qui a travaillé sur le design, mais sur place, c'est imprimé sur place, c'est mis sous pli sur place, dans cet atelier qui est dans la région d'Alep, qui n'est pas à Alep même,
mais dans la région. Alors, quelles sont les caractéristiques, quel type d'odeur on peut retrouver venant d'Alep? Alors, le savon d'Alep, c'est en fait l'odeur de savon d'Alep, c'est l'odeur de mon enfance, parce que Alep, elle est connue par ses savons. Et quand on est venu là, et en fait, l'idée du savon d'Alep, c'est un peu transmettre ce savoir-faire d'Alep, de ma ville, et garder ce lien un petit peu avec la Syrie. Et alors, le savon, pour moi, c'est l'odeur de l'huile et de laurier, en fait, parce que le savon d'Alep, il est fabriqué par deux huiles, l'huile d'olive et l'huile de laurier. Et dès qu'il y a plus de laurier dans le savon d'Alep, dès qu'il est mieux pour la peau, pour tout ce qui est eczéma ou peau sensible. Et en fait, c'est l'odeur un peu particulière, c'est l'odeur d'Alep, du savon d'Alep. Et on peut le retrouver où, ce savon? Alors, on a différents distributeurs. En fait, on a une quarantaine de clients, mais on a surtout une dizaine de gros distributeurs, dont certains dans la région. Donc, notamment Naturéo. On a également Nature et Découverte, qui est un client. Il en faut un troisième, comme vous Voilà. avez dit, une marque. On a également BHV. Et c'est le fini. BHV, c'est fini. Et c'est fini. Non, mais par rapport aux marques, c'est fini. Ok, très bien. Eh ben, en tout cas, cette belle amitié, j'espère qu'elle va continuer. Et c'est de très beaux produits et c'est une belle entreprise. Voilà. Merci à vous. beaucoup. On passe maintenant à un tout autre sujet. L'Yvelinois Tristan Coedel va tenter de dompter les dunes à l'occasion du Dakar 2017. Pour sa 9e année, le parcours traversera la Bolivie et l'Argentine à partir du 2 janvier. Michael Elmidoro a rencontré ce passionné d'automobile dans son garage. Nous sommes à Mézy-sur-Seine, dans les Yvelines. Je suis avec Tristan Coedel qui va participer au Dakar pour la 3e fois cette année. Le compte à rebours est lancé. Tristan Coedel, on va peut-être un petit peu plus vous connaître dans cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je me prénomme Tristan, effectivement. J'ai la chance à la fois de pouvoir assouvir ma passion de l'automobile et notamment dans la compétition du Dakar. J'ai eu l'opportunité de faire du rallye, du circuit, mais le rallye raid occupe une place particulière dans mon cœur puisque les grandes étendues, le désert, toujours pour moi été quelque chose de très attractif. Donc j'ai la chance effectivement cette année de repartir sur le Dakar. Pourquoi repartir ? Puisqu'il y a 2 ans, même équipage, même automobile, même pays, puisque finalement nous étions partis aussi de Buenos Aires. Et effectivement, on va se relancer dans l'aventure cette année. Est-ce que vous avez appris peut-être des erreurs du passé ? Je crois que ça ne s'était pas très bien passé la dernière fois. Alors en fait, ça s'était bien passé dans l'entente sur le team. En revanche, mécaniquement, notre auto avait décidé de nous jouer des tours. Donc effectivement, on est, entre guillemets, on pense tous les deux, pas rester suffisamment longtemps dans l'aventure puisqu'on avait eu un abandon assez tôt dans la course. Et effectivement, on a appris beaucoup de choses, à la fois sur la gestion de l'épreuve, mais aussi sur les aménagements qui étaient nécessaires de faire sur notre auto. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour finir le Dakar ou le remporter même ? Alors, c'est tout l'enjeu. Dans le cadre d'un amateur, comme nous sommes, l'objectif n'est pas forcément d'avoir une place au classement. Véritablement, nous, ce qu'on cherche à faire, et on a une approche un peu particulière avec mon coéquipier, c'est qu'on souhaite finir le Dakar et prouver qu'en 2017, il est possible de finir un Dakar sans avoir de mécano, puisque notre équipage a la particularité d'être sans assistance, c'est-à-dire que le soir, quand on arrive au bivouac, qu'il soit 22h ou 4h du matin, il faut reconditionner nous-mêmes notre automobile de manière à pouvoir repartir le lendemain. Vous n'avez pas, on va dire, les avantages des leaders. Alors, c'est certain qu'un leader, d'abord, il part plus tôt, il roule plus vite parce qu'il a une automobile qui lui permet de faire, et puis il a des compétences qui lui permettent de le faire. Résultat, il arrive plus tôt, il part directement prendre sa douche, il va dîner et puis il va se coucher. Nous, dans notre cas, on part plus tard, on arrive beaucoup plus tard et en revanche, il nous reste beaucoup de travail à effectuer. Donc, c'est 2 courses qui sont dans la même course, donc on peut côtoyer les professionnels, mais pour autant, l'approche de la course est totalement différente. Nous, notre objectif, c'est vraiment de retourner à Buenos Aires à l'issue de la course. On va revenir sur cette épreuve du Dakar qui, je rappelle aux téléspectateurs, se passera en Amérique du Sud encore une fois. Vous, comment vous percevez cette course ? Elle est différente peut-être de celle qui se déroule en Afrique ? Alors, disons qu'il y a Vous qui avez connu les deux. Oui, tout à fait. J'avais eu la chance de le faire en 98 en Afrique. Il y a plusieurs éléments qui changent. D'abord, la professionnalisation de cette course, c'est-à-dire que de plus en plus, vous avez des équipes très structurées et de moins en moins d'amateurs purs et durs. On est un peu les derniers des Mohicans à le faire véritablement en amateur. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans le pays, on trouve des paysages aussi bien magnifiques en Mauritanie qu'au Chili. On va cette année avoir l'opportunité de découvrir encore
plus sur la Bolivie. Après, ce qui va changer, il y a deux facteurs. La température, on a des températures parfois en Argentine qui sont très très élevées et qu'on avait peut-être un petit peu moins en Afrique. Et surtout, un critère déterminant qui est l'altitude, puisqu'on va passer pratiquement 7 jours au-delà de 3500 mètres d'altitude, ce qui est un peu particulier. Donc voilà, des conditions un peu spécifiques qui changent au niveau des paysages. Après, c'est vrai qu'on trouve du sable étonnamment en Amérique du Sud, ça peu de gens le savent, puisqu'effectivement on s'attend à avoir des dunes en Mauritanie, un peu moins au milieu de la Bolivie. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est aussi de faire découvrir à des personnes qui n'ont pas l'opportunité de voyager, eh bien, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, c'est un axe aussi intéressant de ce Paris-Dakar. On en bave peut-être un petit peu plus en Amérique du Sud? Alors, je dirais que je pense que l'effort physique, l'intensité reste la même. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, vous avez l'impression que ça fait 15 jours que vous êtes parti, tellement les journées sont intenses. Pour un amateur, vous passez entre 12 et 14 heures dans les spéciales, si tout va bien. Ça peut être beaucoup plus long. La spéciale, nous avons abandonné il y a 2 ans. On a pointé 26h30 après avoir commencé notre épreuve spéciale. Et malheureusement, on a été mis hors course pour ces 30 minutes puisque la direction de course avait rajouté 2 heures. Normalement, vous êtes obligé de sortir de votre épreuve, quelles que soient les conditions, au bout de 24 heures. Là, ils avaient repoussé de 2 heures, eu égard à la difficulté de l'épreuve. Pour autant, on a pointé 26h30, donc 30 minutes de trop. Donc on a abandonné, entre guillemets, non pas parce que la voiture ne fonctionnait plus, mais parce qu'on était hors course. Voilà. On va parler de vos objectifs sur ce Dakar. Vous allez peut-être remporter la course pour la ramener dans les Yvelines ou ça va être compliqué? Alors, très honnêtement, la course du courage peut-être, la course de l'ingéniosité pour arriver au bout peut-être. En revanche, je doute qu'on vienne ennuyer ni Sébastien Loeb ni Peter Hansel. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes outils pour travailler. Une fois de plus, c'est une équipe d'usine, donc vous avez une dizaine de mécanos dans le team qui va reconditionner l'auto en permanence. Et puis, ce sont des gens qui sont hyper entraînés. Ça sera votre dernier Dakar? Non. Vous comptez continuer encore quelques années? Je pense que quelque part, nombreux pilotes le disent, c'est vrai que quand on commence à goûter à ce type d'aventure, l'intensité. Alors c'est sûr que si vous venez me poser la question au milieu d'une dune, au bout du 5e jour, pendant que je suis en train de pelleter, probablement que je vous dirais que c'est le dernier. Pour autant, on sait qu'avec le temps qui passe, l'envie de repartir est toujours là, parce que l'intensité des moments que vous vivez dans ces aventures-là, elle dépasse le cadre du quotidien. Personne, ou rarement, en tout cas dans son quotidien, on a des situations aussi extrêmes, des situations aussi difficiles où finalement le bonheur de tout ça, c'est probablement ce que recherche la majeure partie des sportifs, c'est d'aller au-delà de ce qu'on imaginait possible. Et typiquement, c'est ce challenge qui est fabuleux. Et quand on revient, évidemment, c'est bizarre de se reconnecter au monde. En général, vous mettez à peu près 3 semaines, 1 mois avant de retoucher terre. Vous êtes rentré en Europe, vous vous dites ce que j'ai vécu est dingue. Et puis petit à petit, le travail se fait dans la tête et vous n'avez qu'une envie, c'est de repartir. Donc dire que ça sera mon dernier Dakar, probablement pas. Non, c'est une trop belle aventure pour l'arrêter. Tant que je pourrais participer à ce type d'épreuve, je le ferai, quoi. C'est noté, Tristan. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre garage ici à Mézy-sur-Seine pour cette interview. Merci à vous. Et je le rappelle aux téléspectateurs, le Dakar, ça commence le 2 janvier. C'est la fin de ce 7-8 invité. Bonne soirée à tous.